Casser les codes, ça vous dit quelque chose? C'est un peu la nouvelle formule à la mode, le carpe diem des temps modernes. Car tout comme pour la célèbre locution latine, on a un peu du mal à le définir. Casser les codes, d'accord, mais lesquels? Et pourquoi? Et avec quoi? Parce qu'on remarquera, non sans difficulté, que le choix du verbe n'est pas anodin. On ne dit pas changer les codes, encore moins réécrire les codes. Il y a ici une volonté d'action, de mouvement brusque et réel. Si je dis à quelqu'un qui me casse les pieds, c'est avant tout pour lui signifier que s'il continue à me tourner autour, ce sont les siens que je vais écraser. Alors quand on dit que l'on veut casser les codes, qu'est-ce que l'on sous-entend vraiment? Eh bien, à vrai dire, cette envie ne date pas d'hier. On peut même trouver des exemples dans les prémices de l'histoire. Tenez, Adam et Ève. Il n'était question que d'une seule et unique règle, pas touche à la pomme. Et il y en avait, des fruits différents dans le jardin d'Éden. Pourtant, on sait tous lequel leur a valu leur exclusion définitive du paradis. L'attrait pour l'interdit, effacer toutes les mises en garde qui leur avaient été énoncées, tout ça pour une pomme. Me direz-vous? Eh bien, ce n'est pas si simple. Un seul code de conduite, un seul code de pensée, cela était finalement trop contraignant pour les humains. Quelle ironie. En poursuivant notre traversée des époques, on remarquera que ce fruit défendu réapparaît brusquement dans le quotidien d'un homme pour changer à jamais sa vision du monde. Vous l'aurez compris, bien sûr, il s'agit de ce cher Isaac Newton, éminent scientifique du XVIIe siècle qui, en observant la chute perpendiculaire de cet objet, en est parvenu à la conclusion qu'il existait une force, capable de nous retenir à la surface de la Terre, la gravité. Un concept qui parlera sûrement davantage aux amateurs des soirées alcoolisées, mais surtout, une manière nouvelle d'aborder les codes de la physique en détruisant ceux qui existaient jusque-là. Avec ces deux exemples déjà, on peut observer une réalité. Casser les codes, ça n'est pas sans conséquences. Alors oui, bien sûr, tout dépendra de l'échelle à laquelle auront lieu les événements, mais même la plus infime rupture aura un impact. Même vous, à qui s'adressent ces mots, avez déjà très certainement eu au cours de votre vie l'occasion de penser, imaginer, proposer des actes qui seraient contraires aux règles que l'on vous aurait dictées à la naissance. N'avez-vous jamais entendu, par exemple, qu'il y a d'usage pour les jeunes garçons de jouer aux voitures et pour les fillettes d'aimer les princesses? Cette simple phrase vous fait grimacer ou sourire, c'est qu'inconsciemment déjà, vous avez tenté de vous y opposer, avec ou sans succès. Mais la réflexion ne s'arrête pas là. Voyez-vous, si je m'étais trouvée devant vous 9 ans plus tôt, de la même manière qu'aujourd'hui, un détail ne vous aurait pas échappé. En effet, avant le 31 janvier 2013, le port du pantalon pour les femmes était légalement interdit. Autorisé simplement si elles se rendaient au commissariat de police pour en demander l'autorisation. Bon, évidemment, cette règle n'était plus respectée depuis les années 60, mais elle était pourtant bien inscrite dans le Code civil français. Et si je recule encore de 100 ans en arrière, en 1920, je n'aurais peut-être même pas eu la chance d'entrer dans une école d'ingénieur, puisque les femmes obtenaient tout juste le droit de passer leur baccalauréat et d'accéder aux études secondaires. Ainsi, ce qui aujourd'hui vous apparaît comme une normalité était il y a encore quelques années une révolution. Ces femmes du XXe siècle, qui ont brisé les codes de leur époque, ont permis d'en instaurer de nouveaux, respectés de tous et qui permettent une certaine égalité entre les genres. Voltaire disait « Les lois ont été faites à mesure, selon les temps, les lieux, les besoins. Lorsque les besoins ont changé, les lois qui sont demeurées sont devenues ridicules. » C'est une manière un peu plus jolie de dire que les codes ont évolué avec les façons de penser et qu'il faut savoir les remettre en question. Finalement, il faut accepter la fin de quelque chose pour en construire une nouvelle. Cette phrase-là, je l'ai piquée à Damso. Comme quoi, que l'on soit rappeur ou philosophe, les idées convergent. Et en entendant tout ça, il devient légitime de se poser la question. Casser les codes à force, est-ce que ce ne serait pas les conserver?
Quand à 7 ans, vous énoncez avec révolte à vos parents que vous refusez de faire la sieste parce que vous êtes trop grand. Ce n'est pas pour instaurer le code de non-sieste. C'est plutôt pour leur témoigner votre sentiment d'injustice et les faire réagir. Derrière ce tout petit acte se cache une vérité majeure. Casser les codes, c'est avant tout un processus. Vous imaginez, si Newton était arrivé devant ses pairs avec sa pomme et sa révélation, il lui aurait sûrement proposé de casser la croûte, pas les codes. Il lui a fallu prouver ses dires, trouver des arguments, les mettre en lumière. Autant d'étapes qui lui ont permis de convaincre les autres et de chasser les avis qui lui faisaient de l'ombre. Construire sa réflexion pour démontrer la véracité de son propos permet, en premier lieu, d'étoffer son argumentaire. Quand on est certain d'avoir une idée qui pourrait révolutionner le monde, on ne se précipite pas à la porte pour le crier sur tous les toits. On risquerait de s'y casser les dents. Il vaut mieux prendre son temps, poser des bases solides, puis se lancer, et tenter de convaincre les potentiels adhérents. Pour rester dans le thème, Steve Jobs, ancien directeur d'une célèbre compagnie et inventeur américain, est arrivé dans les années 70, avec son produit et sa volonté de casser les codes de l'informatique, sans mauvais jeu de mots. En plus d'avoir complètement changé nos modes de communication, M. Jobs a démontré à de nombreuses reprises ses talents d'orateur et sa manière de conduire l'opinion. Personne avant lui n'avait placé autant d'efforts dans le marketing d'un produit. Il savait qu'il se plaçait sur un terrain où rien n'était fait, où il fallait justement instaurer des normes, et il a su en profiter. Car oui, casser les codes parfois, c'est aussi les inventer. Alors, dit comme ça paraît un peu paradoxal, je vous l'accorde. Mais après tout, un code, qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert? Pourquoi on instaure des codes si c'est pour que tout le monde s'amuse à les remettre en question, voire à les détruire? En fait, c'est un peu comme dans une famille. Quand on cohabite avec nos parents, passé un certain âge, il vaut mieux instaurer certaines limites, sinon on finirait par se lancer des objets dessus. Par exemple, si Manu, le petit dernier, s'occupe de faire la vaisselle le jeudi soir, il est logique qu'Éric l'aîné s'en occupe le vendredi. Ces petites règles permettent la vie en communauté et instaurent une sorte d'équilibre. Pendant qu'on a l'impression que tout le monde est sous les mêmes restrictions que nous, on ne s'embête pas trop à se dire que ces dernières sont injustes. On se contente de les suivre. Autrement dit, si le traitement nous paraît être égal, il n'y a pas vraiment de risque de révolte. Dans la plupart des cas, ce sont les injustices qui ont conduit à des soulèvements. Si vous vous rendez compte que votre grand frère ne fait rien pendant que vous nettoyez les toilettes, vous aurez vite fait de vous en plaindre à vos amis ou de le signaler à vos parents pour réparer cet abus. Eh bien, dans la vie de tous les jours, c'est un peu le même processus. Vous êtes des citoyens. Les lois vous empêchent de faire telle ou telle chose. Et si vous vous rendez compte que l'une d'entre elles est absurde ou injuste, vous vous empressez de rédiger un post énervé sur les réseaux sociaux, tandis que les plus agacés iront même jusqu'à descendre dans la rue pour scander leur colère. Car oui, comme le dit si bien Patrick Bruel, casser les codes, c'est aussi se casser la voix parfois. Et en même temps, si ces codes n'existaient pas, ce serait l'anarchie totale. Éric et Manu passeraient leur temps à se disputer ou à ne rien faire, ce qui ne participerait pas vraiment à améliorer leur situation globale. Pire encore, sans code, on n'aurait plus aucun moyen de comparaison, ni point de repère. Le code de la route, par exemple. Il serait difficile de s'en débarrasser complètement. Ici, c'est presque une obligation d'instaurer une signalétique normée pour éviter les accidents. Vous ne pouvez pas se contenter de démarrer le moteur de sa voiture et croiser les doigts pour n'en voir aucune autre sur le trajet. Enfin, sauf si vous vous trouvez sur le rond-point des Champs-Élysées, et encore. En fait, même si on le voulait, il nous serait difficile de vivre sans aucune forme de code. Ce sont un peu les cordes qui font tenir la cabane qui est notre société. Notre existence même est soumise à des contraintes naturelles. Vous vous souvenez? La gravité. Sans elle, on serait tous certainement en train de voler librement. Et encore, il existerait sûrement un code de vol. Mais alors, devons-nous pour autant ne plus tenter de casser les codes? Eh bien, comme vous avez pu le voir, la réponse n'est pas évidente. Parce que si j'affirme haut et fort que je veux casser les codes, j'aspire forcément à un bouleversement. Quand on s'engage dans le processus de destruction, on ne s'attend pas à simplement ébranler la structure. On veut la voir s'écrouler. Alors oui, il est possible qu'une fois que le bâtiment soit démoli, on se mette à en construire un autre. Certes différent, pourtant toujours au même endroit.
Mais est-ce vraiment le nœud du problème? Si pour cela, on utilisait des matériaux plus respectueux de l'environnement et qui participeraient à leur durabilité, peu importe qu'on se trouve dans une boucle. En fait, il faudrait surtout veiller à ne pas ériger une copie de ce qui a été réduit en poussière. De la même manière, il ne faudrait pas se reposer trop longtemps sur des codes qui, nous le savons, ne fonctionnent plus vraiment. Par exemple, quand on voit que notre consommation de plastique n'est plus compatible avec notre environnement, on ne peut pas continuer à agir comme nous le faisions 50 ans en arrière. Certes, il est facile de se refuser à tout changement pour baigner dans un confort d'apparence, mais n'oublions pas que les eaux montent et que pour éviter la noyade, nous serons certainement obligés de changer nos habitudes. Je ne voudrais pas terminer par dire que nous serons contraints par nos propres contraintes, mais plutôt que si ce n'est pas nous qui entamons des procédures pour casser ces codes, ils finiront peut-être par se casser tout seuls, dans l'urgence. On pourrait même dire qu'il serait temps de casser certains codes pour limiter la casse, en quelque sorte. Casser les codes, finalement, c'est avant tout une épreuve. Quelque chose de souhaité et souhaitable, un combat mené pour le bien commun, ou pour notre propre satisfaction. Ça doit être porteur, et nous donner l'intime conviction que ça en vaut la peine, que c'est nécessaire à notre bonheur. Ça peut être choisir un métier, porter certains vêtements, s'engager dans une association ou même aimer quelqu'un. Bien sûr, quand on commence à se questionner ou à innover, on peut s'attendre à ce que tout le monde n'adhère pas à nos idées. Mais sans cela, il n'y aurait plus d'évolution. On serait éternellement bloqué dans un monde où les gens ne se poseraient plus de questions et où les rues seraient remplies de maisons semblables les unes aux autres. Une existence qui, en définitive, serait bien fade. Il nous faut continuer d'oser, prendre des risques et faire certains sacrifices. Car ne dit-on pas après tout qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs? Merci.